Les Français et les Espagnols se livrent une guerre féroce. Alors que les Espagnols sont rejoints par les États-Unis et l'Amérique latine, la France tente de lutter pour sauvegarder son immense territoire. Plus loin, le Canada essaie de retrouver ses symboles pour réunifier sa nation, alors que le vide interstellaire menace le monde entier. Comment ça, vous n'en avez jamais entendu parler? C'est normal, cette guerre a eu lieu en ligne, sur un forum appelé Reddit. Petite remise en contexte. Reddit est un concentré de blogs communautaires. N'importe qui peut créer un blog appelé sub. Par exemple, je peux créer le r/la tempête qui approche. Par la suite, n'importe quel autre utilisateur peut rejoindre ce sub pour discuter du sujet. Or, à certains 1er avril, Reddit lance un sub spécial qui offre aux utilisateurs un terrain de jeu. Ce 1er avril 2022, Reddit lance le r/place, une grande carte composée de 2000 pixels sur 2000 pixels, dans lequel chaque utilisateur peut changer la couleur d'un pixel une fois toutes les 5 minutes. C'est le début d'un grand événement qui aura duré 5 jours, la Pixel War, ou en français la guerre des pixels. Pendant cet événement, diverses communautés se sont rassemblées pour dessiner ensemble. On a eu le droit à une immense représentation de Star Wars, des tableaux cultes ont été reproduits, de nombreuses références à des jeux vidéo, séries, films, livres ont été dessinés. Des personnes du monde entier se sont regroupées autour de leur passion et ont pendant tout l'événement défendu et attaqué les autres communautés. Il y a quelque chose qui me fascine dans cet événement. Avec une personne qui peut poser un pixel toutes les 5 minutes, comment a-t-on pu y avoir une guerre aussi complexe? Voici un début de réponse. Le sentiment d'appartenance. Un biais humain qui vous attache mentalement à une communauté ou à un groupe de personnes. Dans l'exemple de la Pixel War, le sentiment d'appartenance a permis de créer des conflits géopolitiques, des alliances, des trahisons, de l'art collaboratif et bien plus. Le but de cette vidéo est de comprendre les mécanismes de communauté dans la Pixel War et comment créer un sentiment d'appartenance. Les participants à la Pixel War ont fait un constat. Ceux qui défendaient le mieux n'étaient pas les plus nombreux, mais ceux qui se sentaient le plus investis dans leur communauté. Le sentiment d'appartenance a fait des miracles lors de la Pixel War. Se pourrait-il qu'on puisse étendre cette idée aux jeux vidéo au global? La montée en puissance actuelle de jeux comme Among Us, Lethal Company ou Content Warning montre que les jeux indés qui peuvent avoir beaucoup de succès auprès des joueurs sont ceux dans lesquels on laisse les joueurs évoluer et créer des situations eux-mêmes. Dans ces jeux, la communauté donne tout son sel au jeu. Et si le jeu vidéo se dirigeait dans cette direction? Et si l'avenir entier du jeu vidéo était ce but? Et si nous avions trouvé la recette secrète du jeu vidéo parfait? Il est possible que je me sois un peu laissé emporter là-dessus. Cependant, développer le sentiment d'appartenance dans le jeu vidéo ne serait peut-être pas si mal. C'est ce que nous allons décortiquer dans cette vidéo. Commençons par aborder plus en détail la Pixel War. Lors du Airplace, un certain nombre de mécanismes se sont activés pour arriver au résultat que l'on nomme aujourd'hui comme la Pixel War. Au cours de l'événement, au moins 3 types de regroupements se sont entremêlés afin de créer la toile Airplace. Ces regroupements ne sont pas fermés et un seul individu peut ressentir une appartenance à plusieurs groupes de types différents. On peut penser et bien entendu le regroupement géographique. Si le Airplace est connu de par chez nous comme la Pixel War, c'est à cause du conflit opposant la France à l'Amérique et l'Espagne, pour des pixels. Cela dit, ces acteurs ne furent pas les seuls pays à essayer de trouver leur place. De nombreux autres pays ont pu représenter leur culture. Par exemple, sur la carte interactive The 2022 Atlas Airplace, on peut voir que l'Allemagne a créé un drapeau le long de la fresque, le tout agrémenté de bon nombre de références culturelles, telles que Harry Dump, un personnage de dessin animé allemand, ou encore un mémorial aux victimes belges durant l'occupation allemande, lors de la Première Guerre mondiale. Cette stèle se situe à l'exacte intersection entre le drapeau belge et allemand. Comme autre exemple, nous pouvons prendre les drapeaux français, sur lesquels nous pouvons trouver des références à Astérix, Le Petit Prince, la série Arcane, commandée par Riot Games dans l'univers du jeu League of Legends. Cette série a été produite par un studio d'animation français, Fortiche Studio, et d'autres monuments emblématiques de plusieurs pays, tels que la Tour Eiffel pour la France, The Little Boy That Pee pour la Belgique, une célèbre statue à Bruxelles, la cathédrale de Cologne en Allemagne, The Golden Gate et la Statue de la Liberté, qui n'en sont que des exemples, notamment pour les US. Les communautés de Reddit ont bien entendu été de la partie lors de ce Airplace. Les membres de ces communautés se réunissent dans des blogs appelés subreddits pour partager diverses choses. Chaque subreddit est créé par une ou plusieurs personnes sur un thème spécifique, comme par exemple Air Freaking Park Lot, suivi par plus de 441 000 personnes, qui est un subreddit dédié à la discussion autour des impacts négatifs des infrastructures routières ainsi que de leur utilisation des véhicules polluants. Cela dit, il existe des subreddits sur tous les sujets, qu'ils soient sérieux ou pas.
Mais parmi tous les subreddits existants, celui qui met en place les techniques les plus connues afin de survivre sur la toile du Airplace est sans doute le R Osu Games, composé aujourd'hui par 338 000 personnes. Parmi les outils développés pour les pixel wars, nous pouvons citer des couches visuelles nommées placeholders, fournies par les subreddits, à superposer sur le site, afin de connaître la position exacte, ainsi que la couleur de chaque pixel pour le motif souhaité, ainsi que des stratégies simples, facilement utilisables, nécessitant peu d'organisation et adaptées à un grand nombre de personnes. Nous pouvons prendre par exemple le fait de définir des groupes basés sur les saisons de naissance, et de définir un intervalle entre chaque action d'un groupe, ou encore de répartir l'activité majeure de la communauté sur les bords d'un dessin pour garder sa forme et ne pas le faire disparaître. De nombreuses techniques et stratégies ont été utilisées par plusieurs communautés, après le premier Airplace, où le R Osu Games a subi l'assaut de nombreuses communautés. La vidéo de The Great Review, la géopolitique expliquée par des pixels, explique un peu plus en détail les différentes stratégies utilisées par les communautés. Cet événement a été également le théâtre de batailles et d'alliances entre plusieurs influenceurs, que ce soit sur Twitch ou YouTube. Les influenceurs ayant participé ont tous apporté leurs pixels et ceux de leur communauté, avec tous des objectifs différents, la majorité pour représenter leur communauté au travers de leur logo ou d'autres éléments distinctifs. D'autres, comme XQC, un streamer canadien avec plus de 12 millions de followers, se sont décidés à apporter une forme de chaos en agissant de la même façon que le Void l'avait fait lors du premier Airplace. Le Void était un mouvement que l'on pouvait considérer comme destructeur, mais qui avait pour objectif de détruire les créations de communautés aléatoires, enfin presque, afin de ne jamais laisser la toile se figer et permettre à d'autres communautés d'occuper une place fraîchement libérée. De l'autre côté du spectre, nous pouvons trouver des influenceurs comme Ludwig, un streamer américain, et ses plus de 5,8 millions d'abonnés, qui pendant l'événement avaient à cœur de créer de nombreuses fresques en collaboration avec plusieurs communautés, telles que le R One Piece, regroupant les fans de l'œuvre d'Eiichiro Oda, ou encore d'autres communautés françaises. Enfin, certaines communautés se sont livrées à ce qu'on pourrait appeler des guerres ouvertes avec des alliances et adversaires. Ce fut le cas pour le streamer Kameto et ses 1,8 million d'abonnés, suivi de la plupart des streamers français participant. Contre son opposant Ibai et ses 15 millions de followers et ses alliés internationaux. Le grand avantage d'être dirigé par une seule personne, ou presque, durant un événement comme celui-ci, est que les ordres viennent d'un seul individu et ne sont pas sujets à débat, ce qui permet des attaques, ou des défenses efficaces et ordonnées. Cette petite histoire est un événement parmi tant d'autres, de collaboration entre plusieurs communautés, et cela montre également qu'avant d'être une pixel war, le Airplace est avant tout un lieu de création et de partage pour les communautés Reddit. De nombreux youtubeurs et streamers ont pu parler de leur événement. Nous vous mettrons donc les liens de leur chaîne et de leurs vidéos en description. Les mécanismes de communauté sont l'une des clés pour créer des expériences de jeu enrichissantes et engageantes dans l'industrie du jeu vidéo, et encore plus dans les jeux multijoueurs. Ces fonctionnalités permettent aux joueurs de se connecter, de collaborer et de bâtir des espaces de partage. Prenons l'exemple des mods, des ajouts et modifications qui transforment complètement un jeu. Minecraft avec ses milliers de mods, disponibles sur différentes plateformes comme Forge, ou encore Stalker, reconnu grâce à un mod qui a redéfini l'expérience de jeu. Mais ça, on en reparlera plus tard. Le jeu vidéo ne se limite plus à l'écran. Il devient un moyen de se rencontrer et de partager sa passion, que ce soit en ligne ou dans la vie réelle lors de compétitions et de rassemblements. Comme la finale des championnats du monde de League of Legends en 2023, avec un pic de spectateurs sur les différentes plateformes à 6 402 760 spectateurs, sans compter les données des services de streaming chinois. Les mécanismes de communauté sont un pilier fondamental dans la conception des jeux vidéo modernes, où l'interaction sociale et le sentiment d'appartenance sont aussi cruciaux que le gameplay lui-même. Maintenant que vous avez compris les bases, rentrons un peu plus dans le détail. Comme vous l'avez vu, les studios de jeux mettent tout en place pour créer ce fameux sentiment d'appartenance. Les jeux multijoueurs sont souvent les jeux les plus communautaires. Le meilleur exemple est à mon sens les Massive Multiplayer Online MMO, tels que Final Fantasy XIV, FF14 ou World of Warcraft, plus connu sous le nom de WoW, et son pic de 142 676 360 comptes dans le monde. Comme WoW,
Ces jeux rassemblent des milliers de joueurs, voire des millions, sur un même jeu, avec les mêmes objectifs. Alors quoi de mieux pour créer une amitié ou un sentiment d'appartenance ? A.C. Williams, un organisateur d'événements e-sport pour Nintendo, nous dit « Le jeu n'est alors plus un simple jeu, mais un moyen de se rencontrer et de partager sa passion. » Dans sa conférence More Than Just an iScore, The Impact of Online Gaming Communities de 2019, disponible sur YouTube. Lui, cet homme introverti a su développer ses compétences sociales grâce aux jeux multijoueurs. Celui-ci est encore plus poussé grâce au système de guildes ou de clans qui sont des groupes qui se rassemblent pour réaliser des défis ou simplement aider les autres membres à construire ou réaliser des quêtes. Pour certains, leurs guildes sont comme leur famille, avec qui ils nouent des liens très forts, très étroits, comme un compagnon de guerre pourrait le faire avec son voisin sur le champ de bataille. Entre membres de guildes, on se partage du contenu, des astuces. Ces petites choses sont faites pour te donner envie d'aider ton allié. Ce partage de contenu peut passer par différents moyens, tels que les chats écrits ou vocaux disponibles directement dans le jeu. Ces systèmes poussent à l'entraide avec ceux qui sont de notre côté et à la guerre avec ceux qui sont en face. Le jeu ne devient pas qu'un simple jeu, mais un réseau social, comme nous explique Wheezy dans sa vidéo When Video Games Were Social. Emmanuel Forzin, le directeur général de l'Agence française pour le jeu vidéo, explique lui dans une interview donnée à Game One qu'il a pu développer ses compétences sociales jeunes grâce aux jeux multijoueurs. Et c'est grâce à ça qu'il est l'homme qu'il est devenu. Les jeux multijoueurs ne sont pas les seuls à créer ce sentiment de communauté. Un autre type de jeu le fait aussi très bien. Les jeux dits à 0 joueur. Comme le jeu de la vie. Le jeu de la vie est un jeu créé par John Horton Conway en 1970. Il s'agit d'un automate cellulaire, un modèle, où chaque état conduit mécaniquement à l'état suivant, à partir de règles préétablies. Le joueur place une cellule et le tour est joué. Alors toute une communauté de scientifiques ou non se met en place pour trouver des machines. Je rappelle que le jeu a été créé en 1970 et en 2016, c'est-à-dire 46 ans après la création, un ordinateur s'est construit, grâce notamment à Nicolas Loiseau et un tas d'autres personnes œuvrant dans l'ombre pour faire avancer le jeu. Le youtubeur Ego, dans sa vidéo Le jeu de la vie de 2024, en parle plus en détail que moi. Mais bon, 46 ans qu'une communauté cherche, trifouille, regarde pour découvrir de nouvelles fonctionnalités, alors que ce jeu nécessite seulement 0 joueur. Mais les studios de jeux vidéo ne sont pas les seuls à créer ce sentiment, bien au contraire. Commençons par un des exemples les plus emblématiques, Minecraft. Depuis sa sortie en 2011, Minecraft est devenu bien plus qu'un simple jeu de survie et de construction. Grâce à son architecture ouverte et à ses outils de modding, les joueurs ont transformé Minecraft en un véritable laboratoire de créativité. Les serveurs multijoueurs ont vu naître des mondes entiers créés et gérés par les communautés de joueurs. Des villes virtuelles, des aventures personnalisées et même des systèmes économiques complexes ont été mis en place, démontrant la capacité des joueurs à s'organiser et à innover. Prenons l'exemple de Stuart Duncan, qui a créé sur Minecraft un serveur dédié aux personnes atteintes du trouble autistique pour les protéger du cyberharcèlement. Ce serveur a aidé des jeunes qui pour certains souffraient, à cause de leur handicap, à s'ouvrir au monde, à développer leur courage et leur communication, main dans la main avec le monde d'Internet. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à voir son intervention au TED Event de 2017. Passons maintenant à un autre jeu où la communauté des joueurs a eu un impact significatif, Stalker. Cette série de jeux de tir à la première personne, combinée à des éléments de survie et d'horreur, a captivé les joueurs avec son atmosphère unique et son monde ouvert. Malgré les limitations techniques et les bugs du jeu original, les fans de Stalker ont pris les choses en main. Grâce au mode, ces joueurs passionnés ont non seulement corrigé de nombreux problèmes, mais ont aussi enrichi l'expérience de jeu. Des modes comme Stalker Complete améliorent les graphismes, corrigent les bugs et ajoutent de nouvelles fonctionnalités, tandis que des projets plus ambitieux comme Lost Alpha ou Call of Chernobyl recréent presque entièrement le jeu, avec de nouvelles histoires, de nouveaux lieux et de nouvelles quêtes. La vidéo de iGameDev, le jeu sauvé par sa communauté, de 2024 décrit parfaitement cette fantastique histoire. Ces modifications montrent comment les communautés peuvent revitaliser un jeu et le maintenir en vie, bien après sa sortie. Les forums et les sites dédiés permettent aux joueurs de partager leurs créations, de collaborer sur de nouveaux projets et de discuter des améliorations possibles, créant ainsi une véritable sous-culture dédiée au jeu. Minecraft et Stalker sont des exemples parfaits de la manière dont les joueurs peuvent transformer et enrichir leurs expériences de jeu grâce à la créativité et à la collaboration.
Ces mécanismes créés par les joueurs montrent l'importance de la communauté dans le monde des jeux vidéo. Alors que les développeurs continuent d'encourager cette dynamique en fournissant des outils, des plateformes pour le modding et le jeu en ligne, nous pouvons nous attendre à voir des innovations encore plus étonnantes dans le futur. La communauté des joueurs est sans aucun doute l'une des forces les plus puissantes et les plus inspirantes de l'industrie du jeu vidéo, pour le meilleur comme pour le pire. Mais il n'y a pas que la création et l'inventivité qui soudent une communauté, il y a aussi les moments de la vraie vie. L'un des moments les plus marquants se situe dans l'histoire de FF14. Celui-ci est survenu lorsque la communauté a appris le décès d'un joueur très apprécié. Ce joueur, connu sous le nom de Fernie Leroy, était aimé de tous pour sa gentillesse et son dévouement au sein de sa guilde et de la communauté plus largement. La réaction de la communauté a été immédiate et touchante. Des centaines de joueurs se sont rassemblés spontanément dans le jeu pour organiser une veillée funèbre en son honneur. Des personnages de toutes les régions d'Eorzea se sont réunis dans un lieu choisi pour lui rendre hommage, formant une procession silencieuse et respectueuse. Ce qui rend cet événement encore plus remarquable, c'est la manière dont les développeurs de FF14 ont réagi. Plutôt que de se tenir à l'écart, ils ont soutenu l'initiative en apportant des modifications temporaires au jeu pour permettre à cette veillée de se dérouler sans encombre. Cette collaboration entre les joueurs et les développeurs montre à quel point les créateurs de FF14 respectent et valorisent leur communauté. Cet événement a mis en lumière la puissance de la solidarité et de l'empathie dans le monde des jeux vidéo. Les joueurs ne sont pas seulement des avatars anonymes dans un monde virtuel, mais des personnes réelles qui se soutiennent mutuellement dans les moments de joie comme dans les moments de tristesse. Final Fantasy XIV a ainsi prouvé que les jeux vidéo peuvent être des espaces où des liens humains profonds peuvent se forger, transcendant les frontières du monde réel. La communauté de FF14 continue d'incarner ses valeurs de respect, d'entraide et de camaraderie, faisant de ce jeu un exemple éclatant de ce que les jeux en ligne peuvent offrir. S'il faut retenir une phrase de tout ce que je viens de vous dire, ce serait que les communautés sont créées par des joueurs passionnés, volontaires, amoureux de leur jeu, soutenus par les créateurs de ceux-ci. Avec ce savant mélange, le sentiment d'appartenance à une communauté ne peut être que décuplé. Mais à quel point ? Quelles sont les limites du sentiment d'appartenance et les enjeux éthiques à surveiller ? Jusque-là, nous avons pu voir comment le sentiment d'appartenance peut créer de belles choses dans la communauté du jeu vidéo. Des groupes s'unissant dans le même but, celui de vivre de belles expériences, ou des moments épiques. Mais que se passe-t-il chez l'homme quand il n'a pas suffisamment l'impression d'appartenir à un groupe ? Quels sont les effets négatifs ? Et si au contraire se sentir tellement d'appartenir à un groupe peut nous pousser à faire des choses nuisibles, extrêmes, voire même dangereuses ? Il faut d'abord s'intéresser d'un point de vue scientifique à ce que représente l'appartenance pour une personne, ainsi que les effets négatifs que ça peut engendrer. Ensuite, nous nous intéresserons de près à divers événements marquants liés au sentiment d'appartenance, qui peuvent être vus comme négatifs et se déroulant soit dans la réalité, soit dans des communautés du jeu vidéo. Voici le côté sombre d'Internet, du jeu vidéo, et de ce qu'une communauté est capable de faire de pire. Les troubles liés à l'appartenance. D'après le psychologue Jean-Luc Aubert dans une vidéo de 2018 intitulée « L'appartenance, un concept fondamental », le sentiment d'appartenance est important car il crée un sentiment de sécurité qui est la base d'une psychologie positive chez un individu. Appartenir à un groupe lui donne la sensation que le groupe peut compter sur lui et qu'il peut compter sur les autres. Ce mécanisme d'appartenance se construit tôt, et le premier repère d'appartenance chez un enfant est la famille. Celui-ci se sentira en sécurité s'il se sent engagé chez sa famille, s'il fait partie d'un projet, s'il échange avec ses parents, ses frères, ses sœurs, etc. Si l'enfant est mis de côté dans sa famille, si aussi il ne se sent pas d'appartenir à l'école, échec scolaire, isolation, et même plus s'il ne se sent pas d'appartenir à la société en général, il ne développe pas un sentiment d'appartenance sain. C'est là qu'il risque de tenter d'appartenir à un groupe malsain, c'est-à-dire appartenir à un groupe mais contre les autres, à l'encontre de la société. On peut donc distinguer une appartenance saine d'une appartenance malsaine. L'appartenance saine se fait avec les autres, en se mélangeant avec les autres. L'appartenance malsaine se fait contre les autres. De plus, un manque d'appartenance trop important peut être décrit comme la solitude. La solitude est définie comme un sentiment pénible, inquiétant, ressenti chez une personne, accompagné de la sensation que ses besoins d'interaction sociale ne sont pas satisfaits
que ce soit par la quantité d'interactions ou par la qualité de ses relations sociales. Elle n'est pas à confondre avec l'isolation sociale, qui peut être une volonté d'une personne de s'isoler de la société et de vivre confortablement de cette façon. La solitude crée bien un ressenti négatif chez la personne. De nombreuses études ont montré les effets négatifs que cela peut avoir sur un individu, et plus particulièrement les effets graves que cela peut créer sur la santé. Une étude de 2022 menée par le gouvernement australien montre que 16% des Australiens souffrent de solitude, dont 17% chez les hommes de 15 à 24 ans et 15% chez les femmes de 15 à 24 ans. Aussi, une étude menée par le gouvernement britannique pour l'année 2021-2022 montre qu'approximativement 6% de la population, soit 3 millions d'habitants, décrit ressentir de la solitude de manière récurrente ou même en permanence sur l'année 2021-2022. Un article publié dans la revue Nature Neurosciences en 2020 démontre que la solitude peut créer une envie similaire à la faim et nous pousser à la recherche de la compagnie d'autres personnes pour nous aider à survivre et transmettre nos gènes. D'autres études montrent aussi qu'un manque d'interaction sociale est lié à une augmentation des niveaux de cortisol, de la pression sanguine, une augmentation des problèmes cardiaques et une réduction de l'activité des gènes permettant la réduction de l'inflammation chez un individu. C'est aussi lié à un sommeil de moins bonne qualité et une réduction de l'envie de faire du sport. John Cacioppo, cofondateur de la neuroscience sociale et chercheur célèbre sur la solitude, explique dans des recherches réalisées en 2006 que d'un point de vue évolutionnaire, la solitude nous crée une sensation de risque constant et donc active chez nous un mécanisme de survie. En contrepartie, les moyens de réduire cette sensation de solitude ne se limitent pas à forcément sortir et rencontrer d'autres personnes. Une méta-analyse de 2011 montre que des activités de groupe centrées sur un aspect éducatif ou des discussions peuvent réduire la solitude chez des adultes. Les psychologues encouragent aussi le volontariat ou d'aider des personnes dans le besoin. Plus important par rapport au sujet de notre vidéo, il est montré aussi que de communiquer via Internet sur des chats ou des forums aide à réduire la solitude. D'après un article datant de 2002 de Lindsay Shaw et Larry Gantz, relatant de la relation entre Internet et la solitude, les médias centrés autour de la vidéo ou des images offrent plus d'intimité et une meilleure sensation de connexion qu'un média centré sur le texte. It will not divide us. Le 20 janvier 2017, lors du début du mandat de Donald Trump en tant que président des États-Unis, l'acteur Shia LaBeouf, notamment connu pour son rôle dans la saga Transformers, démarre un projet artistique dans le but de protester contre son élection. Avec 2 confrères artistes, il installe une caméra et un micro enregistrant un espace public situé près du Museum of the Moving Image à New York, ayant pour but d'inviter les gens à protester contre l'élection de Donald Trump en répétant un slogan « It will not divide us ». Le lieu est filmé 24 heures sur 24 et diffusé sur Internet. Le projet a pour but de durer jusqu'à la fin du mandat de ce dernier. Mais, ce projet a attiré l'attention du célèbre forum 4chan, qui est considéré comme un site qui se voit côtoyer le pire d'Internet, racisme, homophobie, sexisme, et le moins mauvais d'Internet, les mêmes Internet. C'est aussi un forum qui a la réputation d'avoir une grande communauté de trolls. Le troll est un individu bête et méchant, qui aime générer des polémiques quel que soit le sujet de la conversation. Il souhaite nuire, notamment à travers la perturbation d'un espace d'expression tel que les forums ou les réseaux sociaux. Une section du site 4chan s'est alors mise d'accord pour perturber le projet de Shia LaBeouf, juste pour s'amuser et créer la polémique. Un grand nombre de personnes vont alors se réunir juste dans le but de faire des choses stupides devant la caméra, pour énerver Shia LaBeouf. Ce dernier va avoir une altercation avec un homme et le frapper, puis se faire arrêter par la police. Après cet incident, le musée qui autorise l'exposition au niveau de son espace public décide d'arrêter ce projet, et l'artiste va donc devoir chercher un nouveau lieu pour celui-ci. Ce dernier décide de s'arrêter à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, pour installer l'épisode 2 de It Will Not Divide Us. Mais, les trolls d'internet ne sont plus le principal problème pour l'exposition. Rapidement, des guerres de gangs éclatent dans les environs du livestream, et des coups de feu sont enregistrés par la caméra. Le projet est une nouvelle fois obligé de changer de lieu d'exposition. Pour le 3e changement de lieu, Shia LaBeouf décide d'installer un drapeau avec écrit son slogan « It will not divide us » au milieu de nulle part, dans un lieu inconnu. Le drapeau est filmé en contrebas et diffusé sur un livestream 24 heures sur 24,
Et c'est à ce moment-là que commence ce qu'on peut appeler la plus grande chasse au drapeau de l'histoire d'Internet. Le projet artistique a énormément attiré l'attention d'Internet à cause de ses moments mémorables et aussi de ses polémiques. À cause de ça, non seulement le forum 4chan, mais aussi un grand nombre d'internautes vont se mettre en quête de retrouver l'emplacement du drapeau, probablement par ennui ou par sentiment d'appartenance à cet événement. Il y a très peu d'indices. Sur le livestream, on voit seulement un drapeau suspendu en l'air et le ciel en arrière-plan. Mais c'était sans compter le talent des gens sur internet lorsqu'il s'agit de s'unir pour une cause de la plus haute importance, c'est-à-dire troller pour s'amuser. En à peine plus d'une journée, soit 30 heures, ils vont réussir à retrouver le drapeau et le remplacer par un t-shirt PP, qui est un mème, symbole connu d'internet et de 4chan, ainsi qu'une casquette avec le slogan de Trump « Make America Great Again ». Les trolls ont réussi à retrouver le drapeau notamment grâce à une photo de l'acteur qui mangeait dans un restaurant de Greenville, situé dans le Tennessee, puis ensuite en observant l'heure du coucher de soleil, ainsi que la position des étoiles sur le livestream. Il y eut aussi à un moment un croisement de 2 avions, ce qui permit grâce aux cartes interactives de vol d'avion disponibles sur internet de confirmer la position approximative du lieu. Après la capture du drapeau dans le Tennessee, le drapeau va être exposé sur le toit de la Foundation for Art and Creative Technology à Liverpool. Le musée est gardé 24 heures sur 24 et le toit est difficile d'accès. Mais une fois de plus, Internet, grâce à son imagination et sa créativité, va triompher du projet et capturer une nouvelle fois le drapeau. Ou presque. Un groupe d'internautes mit en place tout un plan pour escalader le toit du bâtiment à proximité, se faire la courte échelle et ensuite accéder au toit du musée. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est une paire de ciseaux pour détacher le drapeau. Après cette tentative quasi aboutie, les autorités locales ont décidé de retirer celui-ci. Une fois de plus, le drapeau va être obligé de changer d'emplacement. Il va tout d'abord être live-streamé depuis l'intérieur de la maison d'un des collaborateurs du projet de Shia LaBeouf. L'image du livestream, une fois de plus, n'est pas censée laisser d'indices sur l'emplacement du drapeau, mais 4chan et Internet va retrouver celui-ci en moins de 4 heures. Obligé de se barricader chez lui par crainte d'être harcelé, le collaborateur du projet va contacter les autorités, et le drapeau va une fois de plus être changé de lieu. Il va finalement arriver au sommet d'une tour à Nantes, appelée le lieu unique. Le bâtiment fait office de salle de spectacle ou bar, et il est paré contre d'éventuels perturbateurs. Et de plus, le drapeau est placé à 30 mètres de haut, sur une tour lisse impossible à escalader. Impossible donc de le récupérer sans risquer une chute mortelle. Les trolls vont quand même tenter de le mettre en feu grâce à un drone lance-flamme, mais en vain car le drapeau est inifugé. Le propriétaire du drone s'enfuit et est recherché par la police, et va faire la une de plusieurs journaux, ce qui va calmer la communauté à l'idée de faire des choses dangereuses pour pouvoir réussir à perturber le projet. Le drapeau va finalement être hors d'atteinte de tout problème, jusqu'à ce que le temps finisse par le réduire en lambeaux. Pour conclure, on peut se rendre compte de l'impact négatif que peut avoir le sentiment d'appartenance, notamment sur Internet. Les gens ont une identité anonyme et donc ne craignent pas les conséquences réelles de leurs actions, comme par exemple se prendre un coup de poing. Même si au final cet événement reste sans conséquences graves et que cela a donné des moments légendaires sur Internet, des personnes se sont mises en danger pour s'amuser, ont frôlé le harcèlement et auraient même pu mettre en feu un bâtiment avec des centaines de personnes à l'intérieur avec le fameux drone lance-flamme. Et c'est sans parler des autres plans non mis à exécution, mais qui auraient pu être aussi dangereux. La communauté troll, par l'effet positif que le sentiment d'appartenance leur procurait avec cette quête, était prête à tout, même au pire, pour pouvoir se sentir à leur place au sein d'un groupe, d'internet et d'avoir un moment de gloire. L'épidémie du sang vicié. En janvier 2020, une épidémie éclate en Chine. Les villes de Wuhan, Wangang et Hezhou sont placées en quarantaine, probable berceau du virus. Plus de 20 millions de Chinois sont alors confinés, et pour s'occuper, des jeux, des films et des séries sur le thème de la catastrophe épidémie sont alors très populaires. Sur les réseaux sociaux chinois, les discussions fusent sur ce qui se rapproche de l'épidémie actuelle, et un sujet en particulier est énormément mentionné, soit plus de 60 millions de fois, l'incident du sang vicié sur le célèbre jeu vidéo World of Warcraft. World of Warcraft, abrégé WoW, est un MMORPG, jeu massivement multijoueur, qui avait connu un très grand succès en Chine
au point que le jeu ait influencé la culture et l'économie de la Chine. Parcs d'attractions, films. Un mois après sa sortie en Chine en juin 2005, le jeu comptait déjà plus de 3,5 millions d'utilisateurs. De plus, la sortie du film Warcraft en 2016 fut un véritable succès commercial en Chine, avec plus de 150 millions de dollars de recettes en 5 jours, contre seulement 24 millions aux États-Unis. C'est donc de par sa popularité qu'au moment de la pandémie du coronavirus, le célèbre incident du sang vicié est autant discuté sur les réseaux, de par sa similarité avec ce qu'il se passe à ce moment. Septembre 2005. Dans les villes principales du jeu, les sols sont recouverts des cadavres de joueurs. Les gens ont déserté les lieux denses pour fuir l'épidémie, un peu comme ce qui arriverait dans la réalité. Pour savoir ce qui s'est passé, il faut revenir quelques jours en arrière lorsqu'un nouveau boss apparaît dans WoW, Akar l'écorcheur d'âme. Celui-ci peut lancer un sort appelé Sang corrompu, qui inflige des dégâts sur le temps aux joueurs, mais ce sort a aussi la particularité qu'il peut se transmettre en zone. Si d'autres joueurs se trouvent près du joueur contaminé, ils sont contaminés à leur tour et subissent des dégâts périodiquement. Ce sort n'était pas censé pouvoir sortir de la zone du boss, les développeurs l'avaient défini ainsi. Mais, un bug dans le jeu a fait que les animaux ou autres invocations que certains joueurs pouvaient réaliser pouvaient eux aussi recevoir la malédiction et l'emporter en dehors de la zone du boss. Ces invocations sont des porteurs sains, ils portent le virus sans en subir les conséquences. Les joueurs ont ensuite ramené ces invocations porteurs du virus dans les grandes villes du jeu après avoir fini le donjon. Les animaux transmettèrent ainsi la malédiction aux autres joueurs des villes, créant ainsi la première épidémie à l'intérieur d'un jeu vidéo. Les personnages de faible niveau se faisaient tuer rapidement de par la puissance du sort. Très vite, les villes étaient recouvertes des cadavres de joueurs. En quelques jours, l'épidémie se transmit sur tous les continents du jeu. L'expérience était alors complètement changée pendant un temps. Il y avait plusieurs types de réactions face à ce qu'il se passait. Une partie des joueurs fuyaient les capitales et grandes villes pour se rendre dans des zones plus rurales, mais en transmettant quand même la malédiction. D'autres essayaient de la répandre volontairement, tout simplement pour s'amuser, ou par choix stratégique comme dans les guerres de factions. La société produisant le jeu, Blizzard, avait alors tenté d'instaurer des quarantaines aux joueurs en attendant de corriger le problème. En vain, car ceux-ci pouvaient se déplacer assez librement grâce à des familiers volants ou autres moyens de transport, ce qui amplifia la propagation du virus. C'est finalement un mois après le début de la pandémie virtuelle, le 8 octobre 2005, que les développeurs de Blizzard trouvèrent et corrigèrent le problème. La malédiction du sang vicié ne pouvait plus être propagée en dehors de la zone originale. Le jeu reprit son cours, et cet incident fut tellement marquant que beaucoup de joueurs continuèrent à en parler et créer des théories dessus, ce qui renda le jeu encore plus populaire. Mais, ce n'est pas seulement la popularité de cet incident qui a causé un tel engouement sur le sujet pendant la pandémie du Covid-19. C'est aussi parce que quelques années après cet incident virtuel, des chercheurs du nom de Nina Pfefferman et Eric Löfgren ont utilisé celui-ci pour rédiger un article scientifique très détaillé appelé « Le potentiel inexploité des jeux vidéo pour mieux connaître les pandémies ». L'article met notamment en avant les similitudes entre les réactions des joueurs de WoW pendant l'incident et des réactions de personnes réelles pendant une pandémie. Ils ont ainsi pu observer différentes réactions types de la part des joueurs pendant la pandémie. Les joueurs fuyant les grandes villes pour se réfugier à la campagne dans des zones moins denses, les joueurs soigneurs, c'est-à-dire possédant des compétences de guérison, tentant d'aider les joueurs plus faibles à guérir malgré le risque de contracter la maladie, les anti-joueurs, des personnages plus haut niveau et donc moins impactés, qui allaient répandre volontairement la maladie dans les zones denses par pur plaisir. Nina Pfefferman souligne que si une épidémie était conçue et présentée de façon à s'intégrer parfaitement dans le monde virtuel de World of Warcraft, en tant qu'expérience intégrale pour le joueur, cela permettrait d'obtenir des informations plus profondes sur la complexité des épidémies infectieuses dans des environnements sociaux. Le Dr Löfgren, lui, interrogé après la pandémie du Covid-19, avait souligné le parallèle entre le jeu et la réalité, dans la variété et le chaos des comportements face au virus. Il compare notamment les joueurs répandant exprès ou non la malédiction dans les villes ou sur les continents,
avec les personnes choisissant délibérément de vivre librement et de se déplacer dans des lieux bondés, malgré le risque de propager le virus. Pour conclure, on peut voir qu'il y a des parallèles entre la réalité et le jeu vidéo dans le cas d'une épidémie. Il y a toujours des gens qu'on peut considérer comme anti-joueurs qui vont délibérément ou non mettre les autres en danger par manque de responsabilité. Dans le cas du jeu vidéo, les répercussions ne sont jamais graves, heureusement. Mais dans une épidémie réelle, même si les personnes ne veulent pas délibérément contaminer les autres, au final le résultat reste le même. Le jeu vidéo a beaucoup d'exemples d'utilisation de la communauté et donc du sentiment d'appartenance. Le r/place a montré qu'un jeu, avec des règles simples, peut fonctionner à grande échelle quand les joueurs se sentent investis et font vivre le jeu eux-mêmes. Et les règles simples permettent une compréhension facile et rapide. Nous pouvons voir l'émergence de multiples jeux comme Among Us, Stalker, Lethal Company, qui se servent de leurs joueurs pour les faire vivre. L'un des plus grands jeux qui l'a fait est Minecraft. Notch, l'ancien développeur, avait mis en ligne le code de son jeu pour que n'importe qui puisse y faire des ajouts. Il est possible de voir des gens qui créent des mods modifiant complètement le jeu, certains créant carrément un autre jeu. Plein de jeux ont été créés après que le concept ait été développé sur un mini-jeu Minecraft, comme les Battle Royale qui étaient des mini-jeux appelés Hunger Games. La communauté a créé des mini-jeux, des maps, des mods, des packs de textures, des serveurs. Ces innombrables contributions font que cette œuvre échappe au seul contrôle de ses développeurs. C'est un exemple d'œuvre qui appartient de plus en plus à sa communauté plutôt qu'à ses créateurs. Mais c'est pas une vidéo sur Minecraft. Ce que l'on peut retenir, c'est qu'un jeu peut créer du contenu par ses développeurs ou bien par ses joueurs. Et ce n'est pas forcément l'un ou l'autre, mais ceci avec un petit avertissement. Il est possible que les joueurs ne fassent pas forcément ce que l'on veut, et décident de faire n'importe quoi, comme vu avec l'exemple de Shia LaBeouf. La conclusion à tout cela est que développer le sentiment d'appartenance est pour la plupart des jeux qui l'ont fait un bon moyen de faire perdurer son jeu indirectement grâce à sa communauté, même si cela peut dégénérer comme vu plus tôt. Les communautés de jeux vidéo peuvent avoir des comportements sexistes, homophobes, racistes et toxiques, empoisonnant par la même occasion les parties de jeu des joueurs. Le design d'un bon jeu vidéo semble de moins en moins reposer sur le design du jeu vidéo lui-même. L'ajout de mécanismes de communication pour permettre l'épanouissement d'une communauté constitue une bonne solution pour la création d'un bon jeu vidéo. En cas de réussite, ces œuvres s'affranchissent de leurs créateurs et peuvent perdurer grâce à leur communauté.